Olajurin Children's Hospital, Freetown. Je vais vous parler de Freetown, Sierra Leone, le 12 novembre 2015. Un enfant d'1 an avait développé une fièvre très élevée, mais la maman savait qu'il y avait eu des problèmes à l'hôpital. Elle a dû attendre donc le lendemain pour arriver. Quand ils sont arrivés à 10h41, on est allé directement au triage et l'infirmière de triage l'a vu rapidement. À 10h50, elle a fait la procédure Ebola, mais elle n'avait pas vérifié si l'enfant pouvait souffrir de maladies graves. Un étudiant médical en médecine qui était là a remarqué que l'enfant était très pâle et qu'il avait une certaine détresse respiratoire. Donc elle a demandé au médecin de voir s'il pouvait venir aider. Le médecin est arrivé à 11h15 pour faire des tests de sang. Ils sont allés à l'hôpital, au laboratoire. Ils sont revenus voir en ambulatoire et ils se sont assis. Et le petit enfant est décédé à 1h30 sans avoir eu d'évaluation médicale et sans avoir reçu de prise en charge. Les infirmières ont appelé la morgue pour aller chercher le petit enfant. Alors bonjour. Et merci de m'avoir demandé de venir ici. Je m'appelle Chris Hans, je suis pédiatre britannique et je travaille avec certains de mes collègues sur un projet coordonné par le Collège royal de pédiatrie à Freetown, qui est aussi un centre de référence pédiatrique pour toute la Sierra Leone. Et vous allez peut-être avoir certaines surprises en m'écoutant aujourd'hui. Vous savez que le Sierra Leone est un petit pays en Afrique de l'Ouest qui souffre des plus graves indicateurs de santé dans le monde. Nous sommes très bas au niveau de l'indice de développement humain. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent avant leur 5e anniversaire et environ 200 médecins pour toute la population. En 2014 et 2015, avec la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone a souffert d'Ebola, qui est devenu une épidémie assez rapidement. Et suite à cela, il y a eu une dégradation des systèmes de santé qui étaient déjà précaires avant cela. Alors, notre mission qui nous a été donnée par le Collège royal, ça a été d'améliorer les soins intensifs des enfants qui arrivaient à cet hôpital pour enfants. 2 d'entre nous étaient pédiatres, dont l'un d'entre nous qui travaillait au niveau des urgences pédiatriques. Et ça nous a semblé assez effrayant d'arriver, puisque nous étions des étrangers et on ne connaissait pas le pays. Et puis, en fait, la dévastation du système de santé nous inquiétait encore plus. Donc, on savait que notre travail devait commencer dès qu'on entrerait à l'hôpital. On s'est trouvé dans une zone de triage nouvelle qui avait été changée, qui avait été déplacée à un centre temporaire à côté des patients Ebola. Il n'y avait rien pour les enfants en particulier. Donc, les patients étaient avec les gens qui venaient pour se faire vacciner, pour aller chercher à manger, pour changer leur pansement, etc. Il n'y avait pas du tout de dépistage, sauf la température infrarouge et puis un questionnaire correspondant à l'Ebola. Une fois qu'on passait par le dépistage, il y avait la queue pour voir un médecin. Le médecin, c'était un interne qui était là ou qui n'était pas là. Il y avait 6 internes qui avaient beaucoup de travail et qui se trouvaient à l'hôpital. L'hôpital était fermé la nuit. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à avoir assez d'équipes pour que quelqu'un puisse suivre ce qui se passait la nuit. Donc les enfants arrivaient, on les évaluait, il n'y avait pas d'équipement, pas de médicaments disponibles pour traiter les enfants à cet endroit. Donc ils devaient attendre pour arriver dans le service pour les enfants. Donc les patients qui avaient des problèmes mortels n'avaient aucune chance finalement. Nous avons passé du temps pour essayer de trouver des données. Nous avons suivi les enfants qui passaient par l'ambulatoire. Nous avons noté les horaires, le triage, l'évaluation. Et finalement, nous avons essayé de voir ce qui se passait au niveau du traitement. Et nous avons aussi suivi l'évaluation triage des infirmières pour voir si ça se faisait bien. Et comme vous imaginez, ce qu'on a découvert n'était vraiment pas idéal. Donc, sur les 39 enfants que nous avons suivis pendant une semaine et qui présentaient des signes d'urgence,
Pour ceux d'entre vous qui ont fait une formation de triage, de traitement d'urgence, vous savez qu'il y a des signes, les comas, crises convulsives, voies respiratoires obstruées. Alors, sur les 39, seuls 11 ont été reconnus par les infirmières en triage. Et 113, sur les 113 qui présentaient des signes prioritaires, seuls 35 avaient été repérés par l'infirmière de triage. Mais les choses ont empiré dans le parcours de ces enfants parce que sur les 11 qui avaient été reconnus, dont les signes d'urgence avaient été reconnus, le temps moyen pour être évalué, c'était de 49 minutes et puis 250 heures ensuite pour le traitement. Donc, vous avez, donc, pour les enfants qui avaient été identifiés, les temps étaient... ensuite, le rythme était le même. Et voilà le temps que ça prenait. Et donc, pour nous... Donc, 2h55 minutes et non pas 250 heures, 2h55 minutes. Je pense que pour tous ceux qui sont présents ici, bon, les variables dépendent d'une région à l'autre, mais nous savons que les ressources présentent les mêmes problèmes, peu de ressources, peu de personnel médical. Et donc, pour ceux qui travaillent là, c'est très démoralisant. Vous avez affaire à un grand nombre d'essais inexplicables chez les enfants tous les jours, avec très peu de soutien institutionnel, et on a souvent l'impression que rien ne va s'améliorer et qu'on passe beaucoup de temps à envelopper les enfants qui viennent de mourir. Donc, nous avons demandé aux infirmières si elles envisageraient une approche différente. Et c'était souvent des infirmières peu expérimentées, hein. Vous aviez des gens qui, jusqu'à présent, avaient eu peu de responsabilités. On leur a demandé si elles envisageraient de prendre la responsabilité de ce travail, donc accompagner le triage jusqu'à l'évaluation. Au départ, c'était difficile, mais nous les avons convaincus d'essayer au moins de le faire. Ça a été plus difficile de convaincre la direction de l'hôpital. Quand nous avons proposé l'idée au départ, il y a une certaine réticence parce que finalement, traditionnellement, c'était quelque chose qui relevait de l'administration de l'hôpital et du ministère. D'avoir quelqu'un qui avait une formation un peu supérieure à celle qui est proposée traditionnellement aux infirmières, temporairement de donner ses responsabilités à quelqu'un qui se trouvait à une position moins élevée dans la hiérarchie. Mais quand ils ont écouté nos propositions, ils ont été prêts à essayer. Bon, il a fallu un mois pour ensuite s'organiser. Alors, ce que nous avons proposé, c'était 3 choses en même temps, parce qu'il se passait beaucoup de choses. Réorganiser les processus, la procédure dans le service triage, déjà. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur tous les détails de ce graphique créé par un collègue, mais l'idée, c'était de changer le système pour que les patients puissent passer directement là où il fallait qu'ils arrivent, triage et évaluation médicale si ils étaient vraiment malades. Modifier l'espace aussi pour avoir un espace de réanimation si les enfants ont besoin d'un traitement immédiat. Et le plus important, c'était surtout de commencer immédiatement un processus de formation, d'accompagnement des infirmières pour qu'elles acquièrent les aptitudes nécessaires pour pouvoir évaluer les enfants de manière efficace. Alors, en décembre cette année-là, nous avons inauguré notre service de médecine externe avec du personnel qui était pris en charge par les infirmières juniors. Et finalement, tout le monde était un peu au même niveau, hein, on ne savait pas trop bien ce qui allait se passer. Et ça a été une expérience très enrichissante, en fait, de les voir prendre cette responsabilité spontanément, en se posant les bonnes questions. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Quelle est l'étape suivante? En posant les questions quand elles n'étaient pas sûres pour prescrire finalement le bon traitement avec de plus en plus de précision et d'efficacité pour faire avancer les enfants plus vite vers le bon traitement. Alors, on est revenu pour faire une évaluation de ce qui s'était passé ensuite, en mois de mars cette année et puis au mois de juin. Et les résultats sont assez impressionnants. Je pense que vous serez d'accord. Je crois que les collègues ont fait un travail vraiment remarquable. Alors, au départ, la position en décembre était assez déprimante. Ils ne pouvaient pas identifier les signes d'urgence. Et en mars, 15 des 18 enfants qui présentaient ces signes ont été reconnus. Et en mois de juin, c'était les 30 enfants qui avaient été immédiatement repérés par
infirmières au triage. Mais ça, c'est mon graphique préféré. Et je vais m'y attarder quelques instants parce que c'est ce qui se passe entre le moment du traitement, jusqu'au traitement, pardon, pour les enfants présentant des signes alarmants au triage. Donc, si vous avez 6 enfants malades qui arrivent, c'est ce qu'il faut pouvoir faire dans l'idéal. Repérer le malade et lui donner le traitement dont il a besoin tout de suite. Donc, ça fait quand même une grosse différence entre décembre et mars au travers des différentes modalités de traitement, le moment qui s'écoule jusqu'à l'oxygène, jusqu'au traitement intraveineux, etc. Les délais ont beaucoup baissé. Et c'est parce que nous avions modifié les procédures, qu'il y avait des médicaments qui ont été mis à disposition. Le processus a été modifié. Mais l'amélioration s'est poursuivie après, même s'il n'y avait pas eu de changement ensuite. Donc, la différence venait du fait que l'enfant avait été repéré dès le départ au triage. L'équipe fonctionnait mieux. Donc, le délai jusqu'à ce que l'enfant bénéficie d'un traitement intraveineux, c'est ce qu'on applique. La sonde, eh bien, le délai s'était beaucoup amélioré. Alors, pourquoi les choses se sont si bien passées? Évidemment, c'est plus facile de gérer un gros service où il y a beaucoup d'enfants si vous avez plus de main-d'œuvre. Donc, il y avait toujours beaucoup de travail pour le personnel. Et on avait donné aux infirmières plus de responsabilités, plus de travail. Donc, le risque, c'était toujours que le médecin arrive et dise « Je ne pense pas que vous sachiez bien faire ce travail, vous êtes infirmière, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en charger. » Mais les infirmières sont plus proches des patients que les médecins. Donc, pour ceux qui se portaient bien, elles allaient dans l'autre district de Freetown. Mais la différence, c'est que, à mesure que le traitement était plus efficace, on voyait les infirmières recevoir des cadeaux du public, être reconnues. Et les infirmières ont vu finalement l'impact qu'avait leur travail. Pas seulement dans l'hôpital, mais à l'extérieur aussi, petit à petit. Elles se sont rendues compte que c'était une initiative qui avait vraiment un intérêt pour elles, mais pour tout le monde en plus. Et peu à peu, on s'est aperçu qu'il y avait moins de mortalité chez les enfants. Les infirmières ont vu qu'on n'allait pas revenir aux méthodes précédentes non plus. Et je pense que je n'ai plus beaucoup de temps, dit-il, mais pour conclure, je voudrais citer une anecdote qui concerne le jour de Noël 2015. Mahmouda, c'est une petite fille qui a été tout de suite repérée par les infirmières de triage. Elle a été immédiatement acheminée vers le service concerné. Elle n'était pas là. Et en l'espace de 17 minutes, son rythme cardiaque a été vérifié. Son niveau de glucose, 1,1 millimol par litre. On lui a administré de l'oxygène. Elle a eu un bolus de 10% de dextrose. Les antipaludiques ont été administrés. Transfusion de sang avait déjà été commencée. Et elle était transférée vers le service à l'hôpital. Mais ça montre bien ce que peut faire comme différence le fait de responsabiliser les gens qui en ont besoin. Et ça montre bien que parfois, les hiérarchies bien établies posent des difficultés, sont des obstacles. Et dans mon expérience, dans ce projet assez limité, j'ai appris que les soins dirigés par les infirmières fonctionnent, peuvent être efficaces et qu'on peut sans doute en tirer des enseignements pour, de manière plus large, pour les appliquer ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Ça va beaucoup nous inspirer. Et c'est comme ce qu'on a entendu avec ce matin. Pour le docteur Laforti, je vais lui demander de venir aussi recevoir un cadeau comme vous, pour vous remercier
Mais sinon, est-ce qu'il y a aussi une question rapide pour le docteur Christopher Hans dans la salle? Merci. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous nous dites. Alors, ma question concerne la formation. Est-ce que au-delà du triage, vous avez pu bien former les gens pour reconnaître les signes de dégradation après? Il n'y a pas que le triage. Est-ce qu'il y a eu une formation pour que les gens reconnaissent une dégradation rapide, par exemple, après? Une fois que l'enfant était hospitalisé et qu'il faut prendre des mesures supplémentaires un peu plus tard, est-ce que la formation, là aussi, était suffisante pour reconnaître des signes de détérioration après le triage? Oui. Alors, en fait, il y avait une formation de rappel pour les infirmières de triage qui devait être faite. Et quand nous sommes partis en juillet, cette formation avait été aussi élargie aux services où les enfants sont les plus malades, pour les infirmières, là, pour qu'elles justement reconnaissent les signes de dégradation. Et ce programme de formation avait été élargi à un groupe d'infirmières dans l'hôpital qui sont supervisées par justement le service de formation des infirmières, avec peu d'intervention de la part de médecins ou de l'extérieur, pour que le système, en fait, soit autonome, si vous voulez. Merci beaucoup, de nouveau.